Le Congo est un pays béni, le Congo est un pays avec un capital humain très faible selon plusieurs sources. Soyez le bienvenu à vous, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde entier. Merci à la diaspora congolaise. Vous êtes au Burundi, Maroc, États-Unis, France, Canada, un peu partout, Chypre, Chine, Inde. Vous êtes très nombreux à nous écrire, à nous donner des suggestions. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à cette émission Duel, ici sur CES Télévision Canal Studio Satellitaire, le reflet de tout un peuple, la chaîne qui a choisi les bons côtés de l'histoire. Sur ce plateau aujourd'hui, je suis avec professeur Prosper Tchamala. Il est personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Il aime bien le débat républicain, le débat qui va aider à la nation d'aller de l'avant. Il est ici avec nous. Monsieur Tchamala, soyez le bienvenu. Merci de nous inviter à échanger sur la marche du pays et les perspectives allant dans le sens du progrès économique et social de notre nation, afin justement de rattraper le retard qui est le nôtre 63 ans après les indépendances, au-delà du fait que nous sommes détenteurs d'énormes ressources naturelles, du sol, du sous-sol, et que la pauvreté n'arrête de prendre de proportions beaucoup plus inquiétantes, et l'espérance de notre peuple s'amenuise de temps en temps. Bien, nous sommes là pour échanger, pour discuter, pour proposer, formuler des recommandations auprès des décideurs et aussi éduquer cette population qui devrait normalement accompagner les décideurs, parce que sans la transformation véritable de l'homme congolais et la compréhension des enjeux auxquels nous sommes butés au jour d'aujourd'hui, nous tournerons toujours en rond. Et ça, c'est le rôle de l'élite de pouvoir donner de bonnes orientations à la grande masse qui, du reste, demeure encore analphabète. Merci, professeur Prosper Tchamala. Je précise que votre présence ici était exigée par les téléspectateurs. Je salue monsieur Olela qui est en train de nous suivre depuis les États-Unis. Il m'a dit, Delphin, avec ces sujets ici, il faut seulement professeur Prosper Tchamala et Mathieu Takizala. Je vous ai appelé ce matin seulement. J'avais notre casting, mais au besoin de la nation, pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt de la République. Vous avez laissé ce que vous étiez en train de faire. Vous avez suivi la dictature de l'émission. Vous êtes là. Merci quand même. Je profite de l'occasion, d'ailleurs, pour tous qui nous font confiance et puis qui pensent que nous pouvons contribuer à travers nos réflexions à l'édification, à la construction d'un Congo nouveau et meilleur. Et puis, je crois que je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent. Monsieur Olela aux États-Unis. Monsieur Olela, particulièrement, merci m'avoir fait confiance et de m'avoir invité à prendre part à ce débat. Je crois que ça nous rassure que ce que nous disons, ce que nous faisons dans ce pays quasiment sans repère, hein, au regard de ce que nous avons hérité, presque, qu'il y ait des gens qui pensent qu'il y a des gens qui pensent à nous et qui nous invitent à venir prendre place à ce plateau. Je remercie tous les téléspectateurs de CSS TV et tes collaborateurs, bien entendu, et tous ceux qui ont fait appel à nous. Merci à vous. Avec vous, on va décrypter ces grands sujets, mais on ne serait pas seul. Il y aura également la présence de M. Mathieu Takizala, lui aussi qui a été réclamé, demandé par le téléspectateur, surtout les Congolais de la diaspora. Et je vois M. Lembe Kombilo qui nous a appelé depuis Burundi. Il a exigé que M. Takizala soit là. Takizala est en route, il va venir dans quelques minutes. On va décrypter un grand sujet. Comment faire pour réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo? Je répète bien le sujet principal. Comment faire pour réduire
les taux de chômage en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que la RDC a tout, presque tout. Mais la RDC a aussi un taux de chômage élevé. Nous avons des diplômés. Nous avons des gens qui ont des compétences. Mais il n'y a pas de travail. Sur ce, nous allons en parler en complicité avec mon réalisateur attitré, M. Lazik, qui est déjà de l'autre côté. Mais avant cela, nous devons d'abord essayer un peu de frôler la question d'actualité. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu le 78e sommet des Nations Unies. Notre chef de l'État était là, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a parlé. Nous devons d'abord analyser. C'est là avec mes invités. Professeur Tchemala, la première question. Les opposants disent que le chef de l'État a raté l'occasion de tout dire. Il a dit ce qui n'était pas assez important pour la RDC. Et pour eux, qu'est-ce qui était important pour la RDC? Je salue le président Martin Fayulu. Je vous enverrai vos réponses. Pour eux, qu'est-ce qui était important pour la RDC? Vous savez, à un certain moment de l'histoire, il faudrait faire un point d'arrêt. Un point d'arrêt pour nous remettre en question et voir comment est-ce que nous pouvons repenser l'homme congolais. Ok. Repenser la qualité de notre formation, notre éducation et nous redéfinir dans ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Je suis tenté ici, nous disons, dans la contradiction, nous pouvons tracer des belles voies, des chemins. Dans la contradiction. Oui, dans la contradiction. Mais il y a des choses pour lesquelles nous pouvons nous contredire. Et il y a des choses pour lesquelles nous devons avoir un même regard, une même vision et une même orientation. Est-ce que c'est... Et notamment, il s'agit... Les opposants, ils ont leur manière de voir des choses. Hein. Nous ne sommes pas dans l'église. Oui, oui et amen. Si le chef engage la nation, mais ce qu'il dit, apparemment, ne répond pas aux besoins réels de la nation. Les opposants peuvent critiquer. On est en démocratie quand même. J'avoue et j'accepte. Okay. J'ai dit que dans une société démocratique, la contradiction apporte beaucoup dans la réorientation de la marche ou de la gouvernance. Okay. Cependant, j'ai dit, encore une fois, parce que vous citez Martin Fayulu, j'ai dit, il y a lieu de réformater l'homme congolais. Et d'ailleurs, pour celui que vous venez de citer tout à l'heure, ça m'étonnerait qu'il tienne un discours. Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas suivi. C'est vous qui dites qu'il a... Dans les couloirs, j'ai toutes les informations. D'accord. Alors, voilà pourquoi je pose la question de savoir, pour eux, qu'est-ce qu'ils auraient voulu que le chef de l'État dise. La vérité, les Nations Unies, qu'il est un dictateur, il est en train de maltraiter la population, il a échoué. Et comment on définit... Il doit organiser les bonnes élections, mais pas les comment on définit la dictature? Quand on arrête les opposants, on arrête non, la dictature aussi, c'est la loi de la... On arrête les leaders d'opinion. Écoutez-moi. La dictature a deux volets. Ça peut être l'opinion de la majorité sur la minorité. Ça peut aussi être l'opinion de la minorité sur la majorité. Et dans le cas d'espèce, M. Tshisekedi se révèle être le plus majoritaire de politiciens aujourd'hui au Congo. Il n'y a pas mieux que lui. En termes... Vous avez des statistiques? J'ai dit... Sur base de quoi que vous êtes en train de dire? Sa capacité à mobiliser. Sa capacité à conduire les affaires de l'État, à mobiliser. Okay. Sa capacité à se faire accepter dans l'opinion publique. C'est le cas? Il vous souviendra que lors des élections de 2018, le pays était presque à feu et à sang. C'est-à-dire que le Congolais, 18 ans ou 20 quelques années après, n'ont pas supporté les régimes, par exemple, la gouvernance précédente à celle de M. Tshisekedi. Le président Kabila a dirigé ce pays. En 2015 déjà, il y a eu beaucoup d'échauffourées. 2016, 2017, 2018, parce que nous avons fait 2 ans sans avoir eu des élections, que des conciliabules, des choses auxquelles les politiciens tiennent pour flouer le peuple, auxquelles ils n'apportent pas de solution. Je suis tout à fait
heureux qu'aujourd'hui, on discute sur la réduction du taux de chômage en République démocratique du Congo. Ça, c'est important. Et donc, je disais, lorsque il y a eu les élections de 2018, contesté ou pas, M. Tshisekedi est élu président de la République. Par la CENI, proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle. Et à ce moment-là, laissez-moi terminer cette idée. Laissez-moi terminer cette idée. Si le peuple n'avait pas adhéré et accepté la personne de M. Tshisekedi, aujourd'hui où je vous parle, il y aurait eu un désordre indescriptible. Le peuple voulait le changement. Et de tous les candidats, quand on a proclamé M. Tshisekedi, il y a eu un apaisement. Et donc, que quelqu'un ne vienne pas nous dire que M. Tshisekedi n'est pas l'émanation des attentes véritables de cette population qu'il a élue. Ça tombe bien, il y a le porte-parole de Joseph Kabila ou du PPRD qui vient de m'envoyer directement. Merci pour l'intérêt que vous accordez à cette émission. Je cite son nom, Aristote Ngarimé. Il vient de m'envoyer quelque chose. Je vais lire la beauté de cette émission. Voilà. Félix Tshisekedi est le fruit des compromis politiques. Je cite la source, c'est Aristote Ngarimé, porte-parole du PPRD et de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi est le fruit des compromis politiques. Mais référant aux propos tenus par M. Félix Tshisekedi à New York dans cette vidéo de 2 minutes 14 secondes sur l'élection présidentielle de 2018, citons nommément Emmanuel Ramazani Shadari, dauphin de son prédécesseur, Joseph Kabila, Kabangé, qu'il aurait refusé d'être son premier ministre, dit-il, lors de pourparlers avec Raymond Tshibanda. Sans nul doute, à travers cette vidéo, il relève à la place publique que son pouvoir est l'émanation des compromis politiques et des accords politiques sans les savoir. Je cite, c'est Aristote Ngarimé. Un garçon intelligent. Ok. Moi, j'avoue toujours, j'accepte les compétences des autres. C'est un garçon intelligent. Mais la posture dans laquelle il se trouve au jour d'aujourd'hui le met dans une difficulté parce qu'il doit nécessairement trouver quoi dire. Il est porte-parole du PPRD. Il doit trouver quoi dire. Mais c'est aux Nations Unies que le président Tshisekedi choisit d'aller affronter tous ces détracteurs. Tous ceux qui ont des lobbies aux États-Unis, c'est aux Nations Unies. C'est la grande messe de l'humanité et de pouvoir politique. Le président Tshisekedi choisit d'aller répondre à tous ces gens-là devant la presse occidentale qui est derrière des lobbying ou que les lobbying envoient pour entendre ce que M. Tshisekedi dit. Le président Tshisekedi a renvoyé dos au mur Corneille Nangaa et il a renvoyé dos au mur tout ce que Fayoulou et les autres avaient longtemps raconté. En disant quoi? En leur disant qu'il est l'émanation de la volonté du peuple, qu'il a été élu, et que lorsque, ayant ces chiffres, que son prédécesseur, par la voix de ses autres collaborateurs, qu'il cite nommément, qui ne sont pas, dont Ngarimé n'est même pas au niveau de la cheville. Il cite Raymond Tshibanda, dont on connaît le rôle majeur dans la gouvernance politique de président Kabila, et comme directeur de cabinet, comme ministre des Affaires étrangères, des accords régionaux internationaux, qui d'ailleurs, lorsque vous regardez Charles Onana écrire, qui a signé des accords avec les M23, avec les CMDP, comme ça, et John Nombi qui est sorti aussi dernièrement à travers un audio qu'on lui attribue. Et ici, Némi Mouilania, c'est lui qui a été directeur de cabinet à la remise et reprise entre le président Kabila et le président Tshisekedi. Mais l'actuel chef de l'État, c'est, vous voyez déjà Premier ministre. Hein, non. L'entendement était que personne ne croyait, pour la plupart, que le président Kabila allait accéder à la demande du peuple en ne nommant pas quelqu'un de sa famille politique, dont Emmanuel Ramazani Shadari, son dauphin. Mais la démonstration même de la campagne a montré que Ramazani Shadari était en perte de vitesse. Et surtout lorsqu'on est allé le bénir. C'était à ce moment-là qu'on l'avait maudit. Qui l'avait béni? Les jours qu'on a posé les mains sur lui. Qui l'avait béni?
Il y a des vidéos. Bon, il avait la bénédiction de Joseph Kabila, son mentor. Non, mais oui, Joseph Kabila l'a désigné comme dauphin, considérant que ce Chadari, qu'on se le dit, c'est un homme bien. Ok, c'est aussi un homme intelligent. Mais bon, les résultats n'ont pas été cela. Mais il fallait rassurer les uns et les autres. Ça, je peux le dire, rassurer la famille politique à laquelle appartient le président Kabila. Tous ces systèmes qui s'étaient installés pendant plus de 18 ans, il fallait les rassurer. Monsieur, vous êtes élu président, mais qu'est-ce que l'on fait? Voilà comment monsieur Raymond Tchibanda entre en danse. Voilà comment Némi Mulani entre en danse. C'est les bouches et les oreilles du président Kabila. S'il vous plaît, monsieur. Et donc, laissez-moi terminer mon propos. Attendez, s'il vous plaît. Et le président Tshisekedi prend à témoin son prédécesseur. Peut-être vous n'avez pas compris. C'était avant. C'était avant. Non. C'est à la proclamation des résultats parce qu'il dit j'avais mes chiffres. Et ils avaient leurs chiffres. Non, parce que chaque parti politique, s'il vous plaît, l'UDPS a ce qu'on appelle CEP. Oui. Avec Jacques exactement. Et les autres. Oui. Selon eux, selon leur compilation, ils étaient déjà sûrs par rapport aux données qu'eux, ils avaient, que Tshisekedi allait être président de la République. Mais ce n'était pas encore proclamé. C'est à cette époque-là, il y avait les échanges entre les partis politiques et Tshisekedi est allé répondre à l'invitation, s'il vous plaît. Dites à Ngarimé. Ngarimé a encore ajouté ici. J'ai dit oui. En réalité, son pouvoir tire sa source dans les échanges politiques entre l'équipe de son prédécesseur et M. Félix Tshisekedi. Jean-Yves Le Drian n'a-t-il pas trouvé une phrase juste à propos le compromis à l'africaine? Merci. Je crois qu'il est dans il est dans la confusion. Il veut nourrir ceux-là qui sont sceptiques ou ceux qui sont restés dans la nostalgie de ces élections. Mais le train est déjà longtemps parti. Et construisons le Congo, construisons avec des idées. Ne rentrons pas dans cette polémique stérile qui ne paye pas, qui ne payera même pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le président Tshisekedi essaie de faire tant bien que mal des choses dans le sens des vraies attentes de la population. Et pour ce faire, vous allez voir qu'il a rendu toute l'opposition impopulaire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le 40e, jeudi. Jeudi. Oui, normalement c'est jeudi, devait avoir devant la CENI là. Jeudi CENI. Jeudi CENI, où on allait faire quoi? C'est quoi encore le concept? Sit-in devant. Un sit-in. Et depuis qu'il y a eu un premier sit-in, il n'y en a pas eu un deuxième, un troisième, un quatrième. À cause de l'impopularité et le peuple n'est plus dedans. Le peuple est dans la résolution de ses problèmes. Merci. Merci Prosper Tchemala, personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Merci également Aristote Ngarimé, porte-parole de Joseph Kabila et du PPRD qui vient. Je salue Aristote Ngarimé. Qui m'envoie des messages ici, qui fait les duels avec qu'il arrête de nous embrouiller ici. Voilà. Il a toujours pris place à ce plateau et nous avons longtemps discuté. Merci, je vais dire un message. Mais je salue la présence du DG Mathieu Takizala, je précise bien. Je salue également. DG Mathieu Takizala, je l'ai appelé ce matin parce que il y a un monsieur qui est au Burundi, c'est un Congolais de la diaspora. Il a exigé la présence de Mathieu Takizala par rapport à ce sujet. Monsieur Kombilo, il est en train de nous suivre aussi en direct là où il est. Je fais de mon mieux. DG Takizala est là. Aristote Ngarimé vous ajoute un message avant de passer à autre chose. Suite à l'ésotérisme de certains caciques du pouvoir de l'époque, des divergences profondes ont eu lieu autour de l'enterrement d'Emmanuel Ramazani Shadari dauphin. Certains caciques si ont proclamé Emmanuel Ramazani Shadari, nous serions tous tués par un bataillon de l'armée américaine qui se trouvait déjà vers Brazzaville. D'autres, il aurait descendu sans trouble à Kinshasa. Au fil des saisons, après vérification, s'avère inexact. Donc, je continue et je persiste qu'il est le fruit des compromis politiques. Excusez-moi, à cela, il est en train de révéler énormément de choses. Donc, il n'y a pas eu d'entente au sein de leur famille politique. Cependant, il est en train de dire... Vous voyez son nom?
Je vois bien, je sais, je connais son raisonnement. Voilà. Ça veut dire tout simplement que s'ils avaient désigné Chadari qui n'était pas populaire, qui était l'incarnation même du pouvoir passé et de tout ce que le peuple avait décrié, ça aurait été un trouble incommensurable dans ce pays. Mais depuis qu'on a élu le président Tshisekedi et qu'il est président de la République du Congo, il a rendu tout le monde impopulaire. Merci. Je veux revenir vers vous. Je donne également au DG Mathieu Takizala. Mais on n'a pas fini avec l'ONU. La première prise de parole. Vous allez avancer, ajouter les éléments. Quand je vais vous donner encore la parole, DG Takizala, avant de parler de ces grands sujets, comment faire pour réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo. Mais avant cela, le chef de l'État était aux Nations Unies, c'est un 38e sommet. Quelle analyse faites-vous de ces dires à l'ONU? Il semble qu'il a raté l'occasion de se taire selon les opposants. Non, mais je pense que ce que dit celui qui est le chef de l'État de la République démocratique du Congo, l'Organisation des Nations a l'habitude de réunir tout ce qui représente les États. Et aujourd'hui, Tshisekedi part à New York pour dire au Conseil des Nations ce qui se passe au niveau de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique vit le contexte mondial, vit les problématiques économiques. Le Congo restera et va demeurer encore un vrai allié des industriels du monde et des nations du monde. Et on a fait un péché pendant longtemps à croire qu'on peut faire du business au Congo uniquement que le business de la guerre. Or que le Congo est parmi des nations avec une démographie jeune. Nous ne transformons pas encore assez, mais je pense que les industriels du monde aujourd'hui peuvent profiter de cette grande nation. Parce que si tout Congolais achète le montre aujourd'hui, ça sera un atout pour les industriels du monde et les États qui sont dans l'Organisation des Nations. Si on permet à tout Congolais d'acheter un véhicule, parce que tout Congolais n'a pas de véhicule, ça va être aussi un atout. Si tout Congolais devient avec une maison digne, je crois que les industriels du monde vont gagner. Je pense qu'il faut qu'on change un peu le paradigme par rapport à la nation congolaise. Et c'est ce travail qui ça fait presque 5 ans que je suis à Kinshasa, de faire de sorte que les industriels du monde puissent faire des alliances en République démocratique du Congo avec des interfaces économiques pour que nous puissions avancer. Parce que la Nations Unies est créée en 1945. Il est créé pourquoi? Il est créé pour que aucun État qui est membre à part entière des Nations Unies qui puisse être victime des injustices barbares. Comme du siècle dernier, on a vu que l'Europe a été endeuillée avec ce pouvoir qui avait de la prédation de dominer les autres peuples. Vous voyez, l'Europe, après la guerre, l'Europe est devenue une société purement économique où on voit les échanges se faire entre les États qui sont petits en démographie économique et des États qui sont grands en démographie économique. Nous devons faire un couloir quand même d'avancement. Mais si nous restons pendant longtemps et que la communauté internationale va rester uniquement un instrument où l'Afrique va être des expressions comme aide, des expressions comme contingent militaire, il faut qu'on essaie un peu d'avancer parce que la démographie dans des grands pays européens ou américains ou du côté asiatique, elle est vieille. Or, l'Afrique a une démographie qui est de plus en plus jeune. Moi, je crois que la consommation est du côté des Africains. Il faut que nous puissions maintenant, et les États qui sont du niveau de la Nations Unies, puissent comprendre que le Congo, il faut faire différemment les choses parce que quand General Motors était à Kinshasa, quand Peugeot était à Kinshasa, quand toutes les industriels du monde étaient à Kinshasa, je crois que ça faisait tourner aussi les autres économies. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut aussi, du point de vue local, parce que le président Tshisekedi, il n'est pas tout seul, il a des alliés politiques. Le président Tshisekedi a de l'administration congolaise. Le président Tshisekedi a nous, les entrepreneurs congolais. Il faut que du point de vue local, nous puissions faire un travail titanesque. Un travail qui amène le Congo de la gagne. Pas le Congo des pleurs. Le Congo de la gagne, c'est le travail. Le Congo de la gagne, c'est la représentation économique et intelligente de la République démocratique. Monsieur Takizala a gardé la parole. Est-ce qu'il pense que le chef de l'État, dans les occasions si précieuses comme ça, il rate l'occasion de tout dire à ceux qui pensent que le Congo ne peut pas relever la tête? Quand nous voyons Macron et d'autres présidents voyager, il essaie de voyager avec les entrepreneurs,
les hommes forts sur le plan économique pour essayer un peu de booster les choses. Mais il semble que ce n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo. Vous, comme entrepreneur, vous sentez ça aussi? Je dirais que le président Tshisekedi a le souhait de rencontrer les chefs d'entreprise au mois d'octobre. Donc, je pense que je serai parmi ces chefs d'entreprise. Parce qu'on en a beaucoup à proposer. Il y a beaucoup de projets bancables. Parce qu'en ce moment, la chanson qui sonne dans le Banca Kinshasa, qui est le Congo n'a pas de projet bancable. Je vous informe, la marque SAG a une dizaine de projets bancables. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et je me porte même volontiers par des banques qui sont en Kinshasa pour qu'ils puissent essayer de nous utiliser. Parce que le banquier ne va pas connaître tout. Il n'est pas sur le terrain. Il vend de l'argent, mais il va vendre de l'argent aux professionnels sectoriels. Si les entrepreneurs qui n'arrivent pas à cousuler bien leur business plan ou le modèle économique, nous sommes là. Et dans tous les États, même aux États-Unis, et tout entrepreneur n'est pas économiste ni financier. Okay. Je crois qu'il y a des associations ou les autres entrepreneurs qui sont habiles, qui essayent d'accompagner le projet économique. Le vrai problème de la République démocratique du Congo, c'est le financement. Au Congo, on achète de l'argent cher et surveiller les taux d'intérêt. Okay. C'est vraiment un vrai problème. L'étalement. Vous allez voir que quelqu'un qui emprunte, par exemple, 250 000 $ sur 25 ans au niveau de la France, il a des remboursements autour de 600 €. Or, quelqu'un qui prend 10 000 $ en République démocratique du Congo, c'est ce qu'on va discuter maintenant avec le président Tshisekedi, le Premier ministre. Quelqu'un qui emprunte 10 000 $ et il va rembourser sur 12 mois, il va se retrouver avec des mensualités, une petite entreprise. C'est ce qui tue les entreprises en République démocratique du Congo, qui va se retrouver avec les mensualités de 1200, 1300 $. C'est déjà un vrai problème. Je crois que c'est un système, il faut maintenant qu'on essaie un peu innover ce système, le système de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que le financement doit élire domicile aux entreprises. Et les chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut que les projets soient ficelés, il faut que les chefs d'entreprise qui ont des difficultés, nous on a mis un incubateur, moi mon souci est que le Congo de l'entreprise revienne. Okay. Parce qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt, le durée des remboursements, l'absence de caution est réellement saine en République démocratique du Congo, les arbitrages sur le contrat parce que 3/4 de PME en République démocratique du Congo n'ont pas de contrat, or que le travail est domicilié dans la rue. Donc c'est ce qu'on va dire au M. Tshisekedi. J'estime que je serai en face avec lui. Et en sortant de ce bureau, et vous allez voir si il nous accorde ce que nous, les entrepreneurs sur le terrain, parce qu'il faut qu'on parte dans le terrain pratique. Okay. Et dans le terrain pratique, je crois à l'amélioration. Et puis subvention dans le secteur à forte valeur ajoutée pour que la jeune génération de Kinshasa ou de toutes les villes congolaises puisse avoir le travail. Parce qu'aujourd'hui, les emprunts d'honneur, on dit à taux zéro, pour par exemple le secteur de logement, le secteur de transport, le secteur de l'agriculture. Il faut qu'on parte dans cette audace-là pour que nous puissions avoir quand même les entreprises solvables en République démocratique du Congo pour que nous soyons à chaque fois plénichés. On va commencer à dire, vous savez, il n'y a pas de projet bancable, il y a ça, tout ça, ainsi de suite. Nous sommes un État. Merci. Un État ne peut pas manquer de projets bancables. Les entreprises en République démocratique du Congo, ça existe. Il faut que les entreprises de portefeuille et les entreprises de privé, nous puissions travailler ensemble. En synergie. Voilà, et pour que nous puissions avancer. Merci. C'était juste la première question de l'émission, mais professeur, s'il y a les arriérés, vous pouvez le payer, mais nous devons prendre la deuxième question. Rigan, j'aimerais que vous soyez en harmonie avec moi. Monsieur Lazik, soyez vraiment en harmonie avec moi. Alors, monsieur Prosper, la deuxième question, comment faire pour réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo? Ce qui est vrai, c'est que nous avons assez de chômeurs en République démocratique du Congo, mais le Congo a presque tout. En réalité, on ne peut pas avoir assez de chômeurs parce que nous avons les terres arables, nous avons l'espace, nous avons. Qu'est-ce qui fait que les chômeurs que les chômeurs deviennent des stars en République démocratique? Faites-moi de la bonne politique, je ferai de la bonne économie. Ok. Il n'y a pas d'économie sans politique. Ok. Et aussi, l'économie nourrit le politique. Mais je voudrais revenir sur la question en rapport avec les Nations Unies parce que beaucoup de gens n'ont pas été très attentifs à ce qui s'est passé. Vous m'aviez dit qu'il y a eu des opposants qui ont critiqué l'intervention du président de la République. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait nous devons repenser notre société. Vous l'avez déjà dit, évoluer. J'évolue. Okay. J'évolue. La République démocratique du Congo est agressée et peine à s'organiser. Parce que nous allons parler de l'économie. La création de l'emploi, c'est la création aussi de la richesse. Okay.
Mais lorsque vous avez un pays qui est en difficulté, en guerre, l'essentiel des ressources que vous mobilisez, vous les orientez vers la guerre parce que vous devez trouver des conditions de stabilité. Lorsque vous êtes dans un pays en guerre, les vrais investisseurs, les vrais hommes d'affaires ne viendront pas parce que vous êtes classé pays à très haut risque. Nous sommes en situation rouge. C'est parce que vous l'avez sur le plan. C'est parce que vous l'avez voulu. C'est ce que les opposants disent. Vous avez trouvé ce pays en paix, mais vous avez créé des tensions en signant des choses. Depuis quand ce pays était en paix? Depuis quand il est en paix? Après la passation, il semble que vous n'avez été entre les mains de la présidente. Mais justement, c'est ça le problème. La plupart des hommes politiques dans ce pays ont soit des carrés miniers protégés par des groupes armés et surtout les gens de l'Est, et sur lui qui est en train de raconter sa vie aujourd'hui à travers le pays. Je ne sais pas, il a pris l'exil où, M. Nanga? Son exil, c'est dans quel pays? Et donc, tous ces gens-là, d'autres avec des carrés miniers, d'autres des exploitants miniers. Oui, oui. Nanga, oui, à Bunia. Ah, okay. Non, vers Wamba, là-bas chez eux, okay. Au Touélé. Et il est devenu un très grand fermier. Moi, je travaille avec lui au cabinet du ministre Nemoyato en 2014 à l'économie. Ok. Je travaille avec lui, par exemple, mais je n'ai pas compris comment est-ce qu'il est devenu un si grand fermier avec autant d'outils, de machines et consorts. Ok. Et puis, avec des carrés miniers. Quand on est Nanga? Comme Mwanga Chouchou et les autres. Dans un certain nombre d'affaires. Et quand vous êtes allé à Arubaya, vous avez remarqué qu'à Arubaya, il y avait des gens qui sécurisaient les mines de Mwanga Chouchou, mais qui n'étaient pas de Congolais. Certains Congolais, des connivences avec les responsables de la police nationale congolaise. Et c'est cette situation-là, parce que le Rwanda a toujours ses supplétifs au Congo comme un bras séculier afin, de déstabiliser les populations de l'Est, les opérateurs économiques de l'Est. Il émerge à l'Est plus de gens à loyauté partagée ou des rwandophones qui sont détenteurs de beaucoup de biens sur Bukavu et le Nord Kivu et le Sud Kivu. Et vous allez remarquer que les anciens du Sud Kivu migrent vers le Nord Kivu, et c'est des paysans et des transplantés qui viennent occuper aujourd'hui le Sud Kivu. Quand vous êtes à Kalehe, les gens ne vont même pas au champ. Les gens ne travaillent pas le champ. Parce que dans tous les champs-là, vous n'avez que des milices, vous n'avez que des Rwandais, avec des armes. C'est le cas à Medina, à Beni. Et tout ça, ça a été mis en place pour faire perdurer l'exploitation et la domination de tous ces pays qui avaient déjà eu un pas au Congo. Et donc, je disais tout à l'heure, le président de la République est allé une fois de plus dire à la communauté internationale. Et vous savez, le droit international est en difficulté. Les droits internationaux, il est en difficulté. 5 pays, 4 parmi les 5 permanents n'ont pas pris part à la 78e session des Nations Unies. La France n'a pas pris part. Okay. La Russie n'a pas pris part. Et vous connaissez, la Chine non plus. La Chine était l'un des permanents. La Russie, je crois bien. L'Angleterre n'a pas pris part à ce 78e sommet. Mais il y avait quand même les États-Unis. J'ai vu Joe Biden. J'ai dit, je parle, il y a 5 permanents. Ouais, ouais. Et de ces 5 permanents... La France, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les États-Unis. Et 4 n'ont pas pris part à ce 78e sommet. Pour quelle raison? Parce que le droit international est en souffrance. On n'a pas résolu la question. On a chassé les Nations Unies au Mali. On est en train de chasser les Nations Unies au Niger. Ne parlons pas du Burkina Faso. Et les organisations comme la CEDEAO, l'UMOA, financées par la France, sont en déliquescence. Les Américains ont été chassés de l'Afghanistan. Ils n'ont pas trouvé la solution. Et la République démocratique du Congo est occupée au jour d'aujourd'hui par le Rwanda et l'Ouganda. 2 pays qui ont une convention militaire et des accords militaires avec
les États-Unis. Mais le président Tshisekedi a quand même félicité les États-Unis pour avoir mis fin à la coopération. Justement, en martelant sur l'occupation congolaise, l'exploitation illégale, illicite de nos ressources et le caractère belliqueux du président Kagame rwandais et tout ce qu'ils sont en train de faire au Congo, il a martelé sur 4 ans en disant aux Américains que c'est à cause de vous qu'ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, l'accord a été annulé entre les États-Unis et le Rwanda. Je veux bien encore que les États-Unis aillent beaucoup plus loin pour démobiliser également l'Ouganda. Et c'est à cette fin-là que la République du Congo va retrouver sa paix et va commencer à se reconstruire. Et pour cela, qu'on soit de gauche ou de droite, qu'on soit opposant ou qu'on soit de pouvoir, nous devons d'abord chercher les conditions de paix. Je me pose la question aujourd'hui en Ukraine. 5 secondes. Quel est l'opposant ukrainien qui fait ce que les opposants congolais font contre Zelensky? Quand est-ce qu'il y aura des... Quand est-ce qu'il y aura des... la RDC quand est-ce qu'il y aura des... nous sommes dans la même situation. Là-bas, il y a la guerre. Là-bas, il y a la guerre. Ici, il y a plutôt l'agression. Non, c'est la guerre. L'État n'a jamais déclaré la guerre. Non, mais le Rwanda nous fait la guerre. Est-ce qu'il y a une déclaration de guerre? Mais écoutez, le Rwanda nous fait la guerre et le président Tshisekedi était en train de se préparer à cette guerre. En effet, aujourd'hui, nous avons plus ou moins 60 000 militaires qui ne sont pas issus ni de brassage ni de mixage, qui ne viennent pas de la logique ougando-burundaise, mais au moins des gens qui ont l'âme du Congo et qui vont se battre pour ne pas trahir le Congo. Les chefs d'état-major vous disent, chaque fois que l'on peut tousser même dans une réunion, nos rapports sont de l'autre côté. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que la montée en puissance de nos forces armées, nous pouvons engager maintenant une guerre contre le Rwanda. Et ça, la communauté internationale l'a compris. Et la plupart de ces pays ici, la Chine et la Russie, ne sont pas venus parce qu'ils sont dans une lutte pour le multilatéralisme. Mais l'Angleterre, qui est le bastion même du pouvoir rwandais, et la France qui soutient le Rwanda, se sont trouvés en difficulté de venir aux Nations Unies parce qu'on va leur dire qu'ils font la même chose. Merci. S'agissant maintenant, je vais répondre. S'il vous plaît. Vous avez suffisamment consommé 2 minutes. Il faut laisser alors Mathieu cette question du chômage et puis vous allez commenter après, peut-être placer un mot après. Mais monsieur Mathieu, avant que nous puissions parler de cette question, comment faire pour réduire les taux de chômage, mais une question avant cette question principale, est-ce la RDC est maintenant capable de faire la guerre au Rwanda ou soit à ceux qui nous entourent, les gens qui dérangent notre paix? Bon, la guerre, on peut le faire à plusieurs façons. Hein, la guerre, c'est pas uniquement avoir des militaires, tout ça, ainsi de suite. Donc, la République démocratique du Congo, d'abord, c'est un peuple, c'est un pays. Il y a des hommes qui réfléchissent dans tous les compartiments de la vie nationale. Je crois que les problématiques des conflits militaires qu'on a imposés à ce pays finira pas uniquement avec la logique des casernes militaires. Donc je crois que les intelligences et les experts de la République démocratique du Congo, d'où l'importance de mettre cette synergie professionnelle, sectorielle. Parce que si nous le voyons uniquement dans un seul entonnoir, ce sera de plus en plus difficile. Je crois que les problématiques de cette occupation, et évitons aussi beaucoup de le mettre dans le piste des ondes. D'où l'importance, il faut utiliser les intelligences que la République démocratique du Congo regorge. Et ils sont dans tous les domaines de la vie, y compris les journalistes, les entrepreneurs, on a un rôle. Et nous ne sommes pas l'unique État qui a été occupé, et c'est d'où je lance la sonnette d'alarme au chef de l'État, le président Tshisekedi, de beaucoup aussi écouter cette partie privée de l'État. Mon compatriote parlait tout à l'heure de l'investissement, le vrai investisseur. Le vrai investisseur, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand en investissement. Il ne peut pas venir dans un pays là où il y a une hausse. Il n'y a pas petit, il n'y a pas grand investissement, mais je crois que nous sommes une nation. Nous devons avoir cette fierté aussi d'avoir l'investisseur local, soit comme si c'est lui qui va faire l'appel d'heure aux investisseurs venant d'ailleurs. C'est la Chine et la Chine, parce qu'ils ont boosté les petites ateliers chinoises, les fermes chinoises, les capitales chinoises, et comme ils ne transformaient pas, par exemple, machines-outils, ainsi de suite, et ces entreprises chinoises permettaient maintenant à faire des deals avec le monde international. Alors, nous partons, nous croyons uniquement que les autres viendront, et puis c'est eux qui vont bâtir tout. Non, je crois qu'il faut maintenant, nous devons faire ce laboratoire, qui est localement, ceux qui sont habiles de manière d'affaires, et de les utiliser pour qu'ils deviennent quand même les carnets d'adresses pour
l'économie locale. C'est ça la grande carrefour, cette bablesse de la démocratie du Congo. Ça veut dire que l'investisseur local, comme si on nous prend comme si quelqu'un qui n'est pas important. Okay, il faut vous ne pesez pas, vous n'avez pas un carnet d'adresse, vous n'avez pas un lobbying, vous ne pouvez pas créer, vous êtes un peu... Le carnet d'adresse, c'est les approches économiques de chaque entité ou chaque enveloppe et dans le secteur économique de l'entreprise. Ça veut dire que c'est ça qui va permettre que les autres peuvent se griffer, par exemple, aux entités. Je crois que le carnet d'adresse se crée. Et ça se crée, nous devons avoir une politique nationale de l'investissement sectoriel. Ça veut dire que nous devons avoir nos représentants dans tout le secteur. Nous ne devons pas attendre uniquement que les autres, et les autres doivent venir en travaillant avec nous. Et on a déjà eu des hommes habiles. Et il y en a, moi qui en face, je vous dis, si vous prenez ça, ce que j'ai toujours dit, au sérieux, vous allez voir que ce que nous attendons vont se griffer derrière les entreprises, les PME qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo, peut nous amener beaucoup de capitaux et différemment. Parce que ceux qui fabriquent des pneumatiques, par exemple, si c'est griffe avec une société congolaise de la distribution de pièces de rechange, vous vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire? Parce que dans ce secteur, d'abord, il n'y a pas une politique nationale. Dans tout ce qui est la distribution de pièces de rechange, dans tout ce qui est de la maintenance, dans tout ce qui est la mécanisation des choses, il n'y a pas une politique nationale. Mais apparemment, il y a que les Nigériens, le Burundais, non, c'est ce que nous disons. Les Guinéens qui nous... Reculons stratégiquement. Utilisons l'expression qu'on dit l'intelligence économique. L'intelligence économique, ça ne se décrète pas, ça se prépare, ça se planifie. Et ça se fait pas uniquement dans un seul secteur, ou l'administration, ou la politique, ou tout ça. Ça se fait dans le secteur transparent. Ça veut dire qu'il faut que c'est global. C'est-à-dire que si vous... C'est qui pondent vraiment les meilleures résolutions? C'est ceux qui sont du point de vue pratique. Et quittons un peu cette logique purement pédagogique, mais allons-y dans la partie pratique des choses. Rationnellement, les Congolais consomment quoi? Les Congolais fait quoi? Et dans quel secteur? Ainsi de suite. Quel est le Congolais dans chaque secteur qui est capable de nous inverser l'informel? Vous allez voir que l'investissement que nous tendons viendra. Ça va passer correctement. Monsieur Mathieu Takizala, ce n'est pas pour rien que monsieur Lembe Kombio qui est au Burundi, il voulait que vous soyez là. Répondez maintenant à la question principale de l'émission. Comment faire pour réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo? Lazik, soyez avec moi. Bon, en tout cas, d'abord je remercie mon compatriote qui est du côté de Burundi. Vous savez, les Congolais sont partout dans le monde. Et là où les Congolais existent, nous devons maintenant utiliser aussi nos politiques des Congolais qui sont en dehors du territoire. Et toutes les études mondiales prouvent que le flux d'argent qui quitte les pays de la diaspora africaine vers l'Afrique est... Les chômeurs, regardez l'exemple des chômeurs. Oui. Donc, est très très important, ainsi de suite. Mais sauf que les États africains, en particulier la République démocratique du Congo, n'a pas fait vraiment une politique pour que la diaspora devienne une mine d'or pour la République démocratique du Congo. Et d'où l'importance qu'au lieu que la diaspora reste uniquement ouvrière, nous devons faire de sorte que nous puissions avoir une diaspora investisseur, même dans des États où il y a une liquidité, il y a des épargne. Et cela va inverser les courbes. Les tirs qu'on fait, les Marocains ont fait, les Chinois ont fait, toutes les communautés, vous voyez qu'il y a des économies émergentes chez eux. Vous allez voir que l'ère diaspora, il y a vraiment une politique d'occupation économique là où ils résident. Vous comprenez? Au lieu que l'argent vienne dans le cadre familial, mais moi, mon souci en est que dans les jours à venir, à travers ce que moi je propose, que la diaspora devienne vraiment les investisseurs à travers ce que nous proposons et en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans le continent africain et même dans le reste du monde. Ça va permettre que ces jeunes gens qui sont formés dans des belles universités du monde, ainsi de suite, au lien qui reste uniquement avec l'approche salariale du côté des salariés, on a aussi besoin des salariés, mais qui deviennent dans l'approche salariale du côté libéral, c'est-à-dire que le chef d'entreprise ou les investisseurs. Ça va nous permettre, et l'État doit avoir cette politique dans ses tiroirs. Si l'État n'a pas cette politique dans ses tiroirs, ça sera de plus en plus difficile. Et d'où l'importance que dans le portefeuille d'État, nous devons aussi faire des sortes un peu démocratiques du Congo, d'avoir le représentant du monde économique. Le représentant du monde économique, ce n'est pas uniquement les scientifiques du bord de l'université. C'est aussi le scientifique
scientifiques du bord de l'entreprise. Parce qu'eux aussi, ils ont une compréhension. Or, nous, on a fait presque 70 ans, 60 ans à République du Congo, où quand on veut associer les scientifiques, on peut toujours recours des scientifiques du monde universitaire. Ah non, il a fait l'économie. Ah non, mais du point de vue pratique. Cherchons le pratique. Et puis, budgétisons les choses. Faisons des plans. Plan sur l'emploi des jeunes, par exemple, avec une enveloppe budgétaire, avec le stratégie là-dedans, et en associant les experts sectoriels, ceux qui sont chefs d'entreprise, ceux qui sont recherchés dans le monde de création d'emplois, ainsi de suite, et puis avec des financements souples. Mais si ça n'existe pas, et que nous restons uniquement avec des létanies, des phrases, ça sera extrêmement difficile pour que nous puissions caser ces jeunes gens. Parce que pour caser ces jeunes gens, la littérature. Oui, mais la littérature doit être complétée avec les réalités de ce pays. Ça veut dire qu'il faut que nous puissions dans chaque domaine, qu'on puisse avoir le modèle des réussites congolaises. Le réussite dans le cordonnerie, le réussite dans la pêche, le réussite dans... Ça va susciter des vocations. Dans les cafés, nous avons des mots il y a eu les réussites restent uniquement avec des secteurs, avec un pays de 120 millions d'habitants. C'est extrêmement difficile. Et puis, il faut mettre des moyens autour de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont un problème de recrutement. Vous comprenez? Pour recruter aujourd'hui, c'est des passe-droits, vous le savez. Or que quand des gens, les entreprises ont un problème de recrutement, il ne suffit pas de faire l'école chez Delphin que la personne devient directement employable. Comment l'entreprise congolaise peut avoir un problème de recrutement du moment qu'il y a l'ONEM ici, qui a plusieurs données, l'effectif des chômeurs, si l'entreprise a besoin de gens... L'office d'emploi ou de recrutement dans tout le pays du monde, il a deux branches. La partie purement administrative qui est publique et la partie des employeurs, les chefs d'entreprise. Parce que le marché de l'emploi, on le jauge comme ça. C'est-à-dire que le chef d'entreprise savent quel est le besoin. On a besoin de qui on peut former. Or qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, vous ne le prenez pas en considération. Et de temps en temps ici, vous voyez que les chefs d'entreprise, on pense c'est uniquement les syndics patronales. Oui, les syndics ont leur rôle pour défendre l'intérêt des corps professionnels. Mais maintenant, il faut faire de sorte que nous cherchons de temps en temps, vous voyez les Américains, si tous les gens aujourd'hui investissent autour de l'INTIC, parce qu'il y a des réussites autour de l'INTIC. Nous voyons Zuckerberg, nous voyons tous ces manias. Or, c'est ça qui fait aussi que les choses avancent. Or, en République démocratique du Congo aujourd'hui, vous allez voir que de temps en temps, vous avez dit vous-même ici, que quand on est dans des choses officielles, pourquoi on cache tant les réussites économiques de la République démocratique du Congo? Il existe. Les gens qui ont des choses pratiques, vous mettez... Et ça ne demande pas beaucoup de moyens financiers. Ce qui compte beaucoup aussi, c'est des moyens économiques, stratégiques. Merci. Donc, vous mettez tout de suite, ça avance. Mais pour réduire le chômage, finançons les entreprises. Alors, merci. Pour réduire le chômage, il faut revoir le problématique des financements en République démocratique du Congo. Les taux d'intérêt. Extrêmement exagérés. C'est vraiment de n'importe quoi. C'est déjà un problème. Le problème des garanties, le problème des formations de la personne après l'école. Il faut aussi que l'opérateur public des politiques de recrutement qu'on appelle ONEM soit complété avec les experts du monde des... Comment quelqu'un peut faire un CV, comment un plan peut être bancable, comment une formation continue. Vous savez, la formation continue avec le démocratique du Congo est mis dans le calendrier grec. Or, tous les métiers sont en train d'évoluer. Il ne suffit pas de faire l'agistage pendant 20 ans et que ça vous fait utile. Et ces formations continues, c'est autour du secteur privé. Merci. Donc, on ne peut pas mettre tout public dans un État. Vous allez voir que les choses... Je comprends que le sujet est passionnant. De l'autre côté, professeur Prosper Chabala, j'ai pensé que vous êtes une personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Comment faire pour réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, dans nos universités, chaque jour, on nous pond des licenciés, des gradués, ainsi de suite. Mais en réalité, une fois que ces gens sont sur terrain, ils apprennent maintenant l'école du chômage. C'est un autre métier pour eux. Merci. Merci pour la question. Je suis très à l'aise là-dessus. J'aurais voulu que vous m'accordiez du temps.
En effet, je ne vais pas me contredire avec Macky Sall. Je ne me contredire pas avec lui, mais ce qui est vrai, c'est que nous allons pouvoir nous compléter dans le propos, parce qu'il est allé dans tous les sens. Des gros investisseurs, ça existe. Des petits investisseurs, ça existe. Économiquement, ça se définit par le chiffre d'affaires. Ok. D'abord, vous amenez Mark Zuckerberg ici, vous amenez General Motors ici, au Congo. Vous me dites que ce n'est pas un gros investissement. Quelqu'un qui amène 10 milliards de dollars en investissement ici, vous savez combien d'emplois il va créer? Même quand vous allez dans les études, juste pour faire les études de marché, parce qu'on n'investit pas de n'importe quelle manière. Ça, il faut se le dire. Mais le souci de il faut d'abord stimuler. Voilà, j'y viens. Très classe à vous, pour que cette classe puisse s'associer avec les gens que vous allez appeler. C'est une manière. C'est ça que la Chine a fait. Hein. Il dit vrai. D'abord, pour réduire le chômage, ou pour travailler sur le chômage, je relève un premier problème. Ok. C'est la volonté politique. La volonté politique. Et l'engagement fort des décideurs de mettre en place les politiques de l'emploi. Je parle par exemple les politiques de l'emploi et d'investissement. Ça n'existe pas jusqu'aujourd'hui. 63 ans après, il ne faut pas dire que l'élite congolaise n'a jamais pensé. J'ai dit il faut mettre en place des politiques de création d'emplois multidimensionnelles et d'investissement, parce qu'il avait parlé de politique d'investissement. Vous allez en Chine, vous voulez investir, on vous oriente vers des provinces et des secteurs pour lesquels eux estiment que vous pouvez investir. Vous êtes d'accord, vous investissez. Vous n'êtes pas d'accord, vous partez. Ok. Parce que ils ont eu à faire beaucoup d'études. Beaucoup d'études sur différents secteurs de leur vie économique et sociale. Et quand vous arrivez en tant qu'investisseur, vous avez déjà des chiffres, vous avez des études qui vous permettent d'apprécier votre investissement ou pas. Et ici, chez nous, il n'y a pas des études. À peine qu'on commence à le faire, je crois, au niveau de l'ANAPI et que certaines personnes, les études. Quand vous venez d'abord pour investir, la première des choses, oui, le Congo est riche en ressources naturelles, en minerais, etc. Potentiellement riche, béni scandaleusement. Les ressources minières ont des teneurs. Par exemple, ils ont des qualités. Est-ce que c'est la qualité voulue? On commence par les études. On fait un business plan. Et on s'est dit, je peux investir. Je vais récupérer comme ça, dans un délai, dans un timing bien déterminé. Et ça, c'est un pays qui a perdu tout ça. Notamment par le fait de la déliquescence de son administration. Donc le chef de l'État avait raison de dire que Mokessi Koufakala. Mais j'ai dit, les politiques s'évertuent à gagner de l'argent, à se faire fortune et à s'occuper de leurs enfants. Point barre. La jeunesse ici, elle est laissée pour compte. Donc la jeunesse était sacrifiée pendant 63 ans. Pendant beaucoup de temps. Okay. Donc, il faut d'abord une volonté politique à s'engager dans des réformes allant dans le sens de la politique de la création des emplois multidimensionnels et la politique d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut que cette politique soit réelle? Parce que... j'ai dit... Est-ce que la politique est là? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé pendant 17 ans dans des cabinets politiques ministériels. Ce qui m'écoeure, c'est que dans mon pays, il n'y a pas la politique de la continuité de l'État. Vous dites? Il n'y a pas de politique de la continuité de l'État. Chaque ministre, quand il vient, pour la plupart, 9 sur 10 ministres, quand il vient, il ne voit pas ce que l'autre est en train de faire pour continuer là où il avait laissé. Chacun a son génie à lui. Ok. Parfois, il prend des décisions contradictoires aux décisions qui avaient été déjà prises par son prédécesseur. Ça existe dans ce pays. Ok. Pour réduire le chômage, pour illustrer ce que j'ai dit, la volonté politique forte et l'engagement fort, vous vous rendrez compte que en 1960, nous héritons de 10 000 entreprises industrielles en République démocratique du Congo. Ah oui. Et aujourd'hui, nous en sommes à moins de 500 ou 525 entreprises industrielles. Des 10 000 hérités, aujourd'hui moins de 500. Plus de 900. Les données sont au ministère. Plus de 9 500 et quelques. Disparus. Pourquoi? Parce que... Zarianisation. Zarianisation. Ah, l'œuvre de Mobutu, c'était une mauvaise... On a donné des entreprises, des expatriés, des étrangers qui avaient l'expertise, qui avaient des moyens
à des gens qui n'avaient aucune culture d'entrepreneuriat. Il ne faut pas me dire qu'à l'époque, les évolués ne pouvaient rien faire parce qu'on avait Ils avaient quel niveau, ils avaient quel niveau d'instruction? Et tous ont versé dans le népotisme. Si c'est le cas, mais 63 ans après, mais les Congos devaient quand même former ses propres fils pour élever les pays. Là, vous êtes un peu passéiste. Cela ne vous pardonne pas. Ne vous pardonne pas de faire mieux 63 ans après. Je vous ai dit il au faut départ, mettre ces discours à côté, s'il vous plaît. Faites-moi de la bonne politique. Je vous ferai de la bonne économie. Le tissu économique et industriel de la RDC a été détruit. Et plus grave encore, il a été détruit. Déjà en 82, quand, par exemple, l'UDPS commence à crier avec la RD52, parce que c'était la malgouvernance, c'est la mégestion, c'est la jouissance. Et quand on arrive en 1991, 92, 93, c'est le pillage. Qu'est-ce qu'on a pillé? On a pillé tout ce qui était tissu économique et industriel de la RDC. Alors vous allez maintenant construire quoi? Parce qu'il fallait des capitaux. Et l'État congolais lui-même était déjà en faillite. Recours à la planche à billets. Nous sommes allés même au billet de 10 000. 10 millions. Hein? 10 millions de Zaïre. On a fait même une réforme monétaire pour arriver à stabiliser l'économie. On ne l'a pas stabilisé. On était maintenant en train de nous rechercher. Et donc, pour réduire encore le chômage, je parle de l'amélioration du climat des affaires. Et à ce niveau-là, moi j'ai été point focal plusieurs années au niveau de l'ANAPI. Le climat, l'environnement général des affaires, nos lois et règlements. Même la mentalité du fonctionnaire. Je suis d'accord avec toi sur l'entrepreneuriat. Fonctionnaire, l'amélioration du climat des affaires est un facteur déterminant pour favoriser l'attractivité des investissements. Pas seulement les investissements extérieurs, mais encourager quelqu'un à aller mettre son argent dans une activité économique et commerciale. Comme lui. C'est un courageux. C'est un audacieux qui a quitté la France parce qu'il croit dans son pays. Mais le contrainte auquel il est soumis, en termes de fiscalité, en termes de tracasserie administrative, n'encourage pas la plupart des gens à investir dedans. Mais d'ailleurs aussi, il faut une culture entrepreneuriale. On n'a pas été formé à la culture entrepreneuriale. S'il vous plaît. Mais il y a un problème. Je pense qu'il y a des Congolais qui ont l'amour d'aider ces pays, même les Congolais de la diaspora, qui quittent la France, qui quittent les États-Unis pour venir investir dans ces pays. Mais apparemment, il y a un des autres organisés. Il y a eu les gens qui ont mis l'argent dans une banque ici, de la place, bien qu'à moins que je me trompe, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. À part eux, il y a eu une histoire ici des MyGold. Moi-même, je suis victime avec ma femme. On a mis de l'argent, s'il vous plaît, on a mis de l'argent, mais on a été escroqué jusqu'aujourd'hui. Alors, qui est responsable? Est-ce que l'État n'est pas complice pour détruire son peuple? Là encore, vous évoquez un autre point que j'ai couché ici quand vous m'avez donné le terme, c'est la sécurité juridique et judiciaire. Dire le vrai droit et protéger l'entrepreneur. Malheureusement, et les juges, et les magistrats, et les avocats, tout le monde, et l'administratif même, c'est lui qui gère l'État, tous nous sommes dans la mafia. La plupart sont dans la mafia. Et finalement, l'État est mis de côté. Chacun voit son ego, son intérêt personnel. Il apparaît de fonds de garantie. Mais le plus grand problème, en dehors du fonds de garantie, c'est l'accès au crédit. La République démocratique du Congo a à peu près 26 ou 30 banques. Pas ces banques. C'est pas et ces banques. Toutes ces banques... C'est les banques étrangères. Toutes ces banques peuvent être des banques congolaises, mais... ces banques sont des banques des communautés étrangères vivant au Congo. La question est, nous avons... Et la RDC, le Congo, on a vendu Equity Bank. Est-ce que nous avons nos propres banques? On a acheté Equity Bank, on a vendu Equity Bank, mais l'État congolais ne sait pas acheter cette banque-là. La Cadeco peine à être relevée. Et donc, le vrai problème, c'est la volonté politique. C'est une vision dans ce sens-là. Et c'est cela le vrai problème. Merci. Il faut une remise en question. Maintenant, ici, quand on vient sur ces plateaux-là, vous allez me dire, Katumbi a dit... Non, s'il vous plaît, il ne faut pas encore citer les gens ici. Traitons les problèmes. Les universités sortent au moins 10 millions d'universitaires chaque année. Traitons les problèmes. Et ces 10 millions d'universitaires ne trouvent pas un marché de... Calmez-vous. Monsieur Mathieu Gizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, économiste. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces spectacles désolants? Regardez un peu, des fonctionnaires, apparemment des malheurs, mais si l'État est organisé, il y avait suffisamment l'emploi, les entrepreneurs
était mis dans de bonnes conditions, on pouvait éviter ces spectacles humiliants. Si on traverse de l'autre côté, ça devient un atout énorme. Parce que le pays a des déficits dans tous les secteurs. Et je crois qu'il faut être avec l'esprit d'équipe. Il faut associer toutes les intelligences que ce pays regorge dans tout le secteur. Et j'insiste dans ce point. Il faut des mesures incitatives. Il faut un écosystème. Nous avons aujourd'hui un pays, depuis les années 72, l'énergie pose problème. Ok, l'énergie des gens, c'est parmi les outils qui permettent que l'investissement puisse être rassuré. Mon compatriote parlait de l'investissement en grande taille d'entreprise, mais même le grand, pour s'installer dans un marché, il ne viendra pas uniquement par l'écosystème particulier. Quand vous avez un taux d'informel et qui est autour des gens de 95%, c'est là, les grands ne viendront pas parce que le grand, il vient, le premier revenu d'une entreprise, ça devait être le revenu d'une autre entreprise. Le revenu des particuliers, c'est le revenu secondaire. Or, le PME en République du Congo travaille avec le revenu des particuliers. Au moment où l'économie n'est pas bancarisée, ça c'est déjà un vrai problème. L'avance sur la consommation est quasi amoindrie. Donc, on n'achète pas. Moi, par exemple, ces derniers temps, en réfléchissant, prenons par exemple dans le secteur de l'automobile, que je connais mieux, je vois que laisser les Congolais acheter un véhicule sans avance sur crédit, c'est déjà appauvrir le système économique. C'est pour ça que vous voyez que même les banques classiques dans des pays développés ont causé de tort dans l'industrie de l'automobile. Vous allez voir, tous les grands constructeurs ont créé des départements de financement pour permettre que les véhicules ne soient plus achetés dans cette logique que nous avons laissée pendant 60 ans. D'où l'importance de l'expertise sectorielle. Elle est très très utile si vous voulez faire avancer le collectif économique. Parce que vous avez les fonctionnaires. Beaucoup ont un bulletin de paye à la fin du mois. Mais beaucoup n'ont jamais eu même un prêt de 200 $. C'est déjà un énorme manque à gagner dans l'économie de consommation. Quand, par exemple, dans ces moments, avec la crise, pour relancer l'économie, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le crédit de consommation pour les gens qui consomment. Mais si vous laissez tout le monde dans l'informel, comment ils vont consommer? Et si les gens ne consomment pas, les entreprises ne vont pas se développer. Et si la consommation est versée de côté de l'informel, mais comment les entreprises peuvent se développer? Ils ne vont pas se développer. D'où l'importance, les petites entreprises qui sont déjà en République du Congo, il faut leur donner du travail. Quand vous leur donnez du travail, et ils vont embaucher 3/4 de ceux qui sont dans l'informel, la concurrence déloyale va disparaître. Or, dans tout le secteur, vous voyez que la concurrence déloyale existe aux yeux de tout le monde. Prenons dans le métier de garagiste, tournez dans le coin des rues. Est-ce que vous voyez que ça crée de la valeur ni pour ceux qui exercent, ni pour l'État? Parce que cotisation sociale, moins. Assurance, moins. Quand c'est un monsieur qui a une boutique, et quoi il paye moto, à Gozong Samonding. Et à l'ICAM. À Zobong Samoutuka moto. Bah, Moutuka est à 50 000. Et baby, il y a à sirete. Ils ont moi passé. Dès qu'on a vu que ça n'est pas na makala, mingi bazana bakaya ndengwana. Omoni siko. Or, bateau nyo so bana nzela wana. Faut na bango te. Mais faut buto griffer bango na interface moko o eza déjà na secteur structurel. Mais pour bo griffer na interface wana, il faut bo pesa interface wana musala. Ah, administration. L'État. Pour l'instant, pour populariser la population. Dans l'État d'apparent, l'État a musala. L'administration, tout ce cas de figure, chaque administration a un bis, a un nin. Et ça, les gens sourcent à créer musala pour diminuer informel. Ça veut dire qu'il faut un quota. Ah, on a vu là que ça, secteur à garage, ils ont combien de garages structurels? Oh, ils ont 20. Mais est-ce qu'il y en a 20? Tous les 20, bah, musala, carnet de commandes des gens, oh, ils ont été. On doit partager le travail. C'est ça l'économie. Alors, bagarage union c'est ça situé où? Où est situé quand on a Ngomba ya côté à centre-ville. T. Meto Kabula.
la société a écouté na ba nyonso pour empêcher que batu a perdre que mbonga utaka monga fula te centre ville ka poya osomba bouger. À l'interne, il y a un travail à faire. OK. C'est-à-dire que tant que bateau armée a combien de mituka bon armée approvisionnaire ni abapine et vous avez la spéciale auto garage. Tant spécial auto garage armée a zana mituka belé. Mais lorsque vous payez déjà approvisionner à mituka, toi tu as qu'à peinture. Mais bateau nyonso bazo sala musala na balabala. O bati à peinture. Avant zo marché pas spécial auto garage. Toko sala nini? Toko paye ça sur moi formulaire. To soki formation exacte autour ya client na ye des conditions et salini et salami. Mais tant que tu as guetté informel boy. Tu as qu'à lobby police aye, abengani bango, lobby kuna bimi te. Total à moi mon kentabalia kana mulai ya singana ye. Avant to ko benga ka ba voisin. Déjà moi mon ke to zana ngo localement, to luka comment ba société ona ezala na carnet de commande. Tant que ezana carnet de commande na financement, yo comment na que société na soki a comme na capacité à côté ka 1 million de pneus l'an. Si a commis sikoyo gros lot importance na o azo fabriquer ba pneus soki na Taïwan soki na nini tout ça. Valeur à Congo psycho na marché international et commis ko zonga. Mais au biso de vendre dans ça la marche arrière. C'est dit que on subit au lieu de stopper l'hémorragie parce que dans chaque secteur au bateau bazo exercer informel et ça peine entreprise moko ozo zanga ta client solvable. Il y a comme kotala par saison. Oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est pas de l'économie. Évitons les récitations. Allons-y dans l'audace pratique. Merci. Kofuti la banda. Merci. Ndeko. Je vais revenir. Bandeko yo, par exemple, to bengaka ba agent je l'en a dit là que ba logo saga. Saga za na babilo nyonso wana. On peut le stopper en moins de temps. Rendre ces gens utiles, productifs pour le pays. Merci. Au lieu de tout ça, tu racontes. Monsieur Mathieu. Comment on attend Samsung Aweba qui na Congo, nombre de batu bazo sala na serveur bazaboy. À quoi qu'on implanter usine nae? Merci. Pour que batu, on va somba parce que société, tant qu'on s'installe premier marché ça réussi quoi s'installer. Merci. Mais ce qui marché vous dire on est formel. Merci. Monsieur Mathieu Texala, s'il vous plaît. Merci Monsieur Mathieu Texala. Ce n'est pas pour rien, on avait fait appel à vous. Je salue Monsieur Kombilo qui est au Burundi, qui a voulu à ce que au Canada également un autre monsieur qui est aux États-Unis qui a demandé à ce que le professeur Chamala soit là. C'est vrai, l'émission est en français, mais des fois nous la faisons un peu bilingue. Au besoin d'un sujet où ils allaient concerne également la population. Mais il y a aussi un problème. Les Congolais de la diaspora, ils m'ont demandé de vous poser cette question. C'est vrai, la thématique est là. Comment faire pour réduire les taux de chômage en République démocratique du Congo? Mais un monsieur m'a demandé de vous poser cette question, monsieur Prosper Chamala. Nous avons plus de 900 partis politiques, l'ASIC, c'est avec moi. Plus de 900 partis politiques en République démocratique du Congo. Si chaque parti politique, les ministères de l'Intérieur, avant d'accepter que les CID soient les CID, la FDC, ainsi de suite, on exige ces partis politiques d'acheter au moins 100 hectares. Parce que nous avons des terres arables. Avec ces hectares-là, n'importe quel parti politique peut engager les gens. 900 partis politiques, chaque parti avec 100 hectares, on engage les gens pour faire du champ, on peut réduire les taux de chômage. La vocation de parti politique, c'est pas faire le commerce. Non. Une proposition. Au Congo, recenser le planteur, les gens qui font ce travail. On réfléchit. S'il vous plaît, on réfléchit. Il a réfléchi dans ce sens. Que moi, parti comme toi, on a plus de 900. Plus de 900 partis. Mais on met une condition. Parce que dans vos partis politiques, vous avez des militants. Vous avez des chômeurs. On dit que le chômeur va s'aider. On les balandaraka va dialélo. Une condition avant de créer, rassurez-nous que vous avez un hectare moko songolo. Parce que vous devez occuper aussi les gens à travailler. Ça va réduire les taux de chômage. Cette réflexion, non, je crois que Takizala l'a dit. Il est entré dedans, il a dit. Au fait, ce n'est pas la mission d'un parti politique. D'abord, pour investir dans ce sens, il faut avoir des capitaux. Et les partis politiques n'ont pas besoin d'avoir. Mais nous avons des partis malades. Il faut avoir le capital. Aujourd'hui, les partis politiques sont comme une entreprise, non? Si vous êtes dans un parti politique, vous finirez par être ministre et nommé. Nous parlons de la démocratie. Oui.
on ne peut pas imposer aux gens de faire ce qu'ils ne veulent pas faire et c'est pour lesquels ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour le faire. La mission des partis politiques, c'est conquérir le pouvoir et l'exercer. Et chaque parti politique a un projet de société. Évidemment que sur la partie, le volet agriculture, chaque parti a une vision de ce que pense l'agriculture. Mais à notre compatriote qui a posé cette question, je comprends qu'il s'est dit, il veut dire que nous avons plus de partis politiques que les entreprises qui doivent embaucher les gens. Et nous remarquons que les politiques sont des gens riches. Donc dès qu'on accède au pouvoir, automatiquement, on accède à un bien-être à un niveau vertigineux. C'est-à-dire que vous enrichissez directement. Donc les partis politiques sont créés pour s'enrichir. On vous recommande, vous êtes nommé. L'idée derrière la tête de notre compatriote, c'est de démotiver, de décourager cette résurgence ou cette prolifération des partis politiques qui du reste, en termes d'éducation civique et politique, en termes d'éducation des masses, nous ne voyons pas ce qu'ils font. Nous avons trop de bandits, trop de voyous. Et puis finalement, on n'éduque rien, alors que la société ne la construit pas comme ça. Il y a la wengetisation dans les partis politiques aujourd'hui. On va vous arrêter. En citant wengetisation, là, les patrons de Wenge vont vouloir chercher que, oh non, non, wengetisation. Moi, j'évite de citer même des noms de gens ici parce que j'ai entendu mon frère parler de modèles économiques dans notre pays qui sont des modèles économiques. Parce que tous ceux qui avaient hérité des biens de la sérialisation sont tombés tous en faillite. Et ils ont presque vendu. Non, les papas de Jean-Pierre Bemba, quand ils ont laissé des traces aujourd'hui. Ils sont à combien? Les Kansebou, les Mokia. Kansebou, celui-là, je les Dokolo. Kansebou, je peux citer. Il a été découragé par le pouvoir public. La plupart ont été découragés par une mauvaise politique de politiciens. Et donc, on parlait de réduire le chômage. Le Congo, 80% des populations du Congo vivent de l'agriculture. Et pour accéder à la prospérité, à la croissance économique et réduire le chômage, nous devons investir davantage dans l'agriculture. Il faut qu'on investisse davantage dans l'agriculture. Aller au budget de l'État. On dit que c'est un sale boulot. Non, ce n'est pas un sale boulot. Il faut être dans un bureau climatisé. Non. Les États-Unis sont les États-Unis à cause de l'agriculture. La Chine est la Chine à cause de l'agriculture. Tous les pays qui ont fondé leur politique sur la politique agricole se sont épanouis. De la politique agricole vient la politique industrielle. Parce que lorsque vous avez produit, vous devez donner de la valeur ajoutée à la production. Mais, oui, vous êtes... Je suis d'accord avec vous, mais quel est le budget alloué à ces secteurs? Mais justement, c'est pourquoi vous allez voir, c'est peu. Dans la hiérarchie de ce que je pense être des réponses à la problématique de la résorption du chômage ou de la réduction du chômage, j'ai commencé par le premier, c'est la volonté politique et l'engagement fort de ceux-là qui ont la gouvernance et la gestion du pays. Ça, c'est la première chose. De deux, c'est d'identifier les secteurs, les créneaux porteurs, les créneaux importants, lequel peut avoir un effet domino sur l'emploi, le chômage et la création de la richesse. Le premier chez nous, c'est l'agriculture. Et déjà que les populations congolaises vivent à 80% de l'agriculture de subsistance. L'Afrique et le monde, nous sommes dans une problématique de la crise de la faim, l'insécurité alimentaire. Et le Congo a plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Et la démographie d'ailleurs, c'est aussi... Et nous avons la démographie. La démographie aussi. Nous pouvons faire l'agriculture mécanisée comme nous pouvons faire l'agriculture artisanale. Mais la question est, le peuple congolais, c'est un peuple inconscient. Je n'arrive pas à comprendre. C'est nous qui ne sommes pas exigeants. D'ailleurs, si on investissait dans l'agriculture, facilement on produirait ce qu'on appelle la diversification de l'économie. Nous aurons des matières pour exporter et générer vite la croissance par l'obtention des devises. Donc, la diversification de l'économie répond à cette problématique de la réduction du chômage à travers un seul volet, s'il vous plaît, à travers un seul volet, c'est le volet agriculture, qui va entraîner également le volet industrialisation. Comme il a dit, l'industrialisation veut qu'il y ait de l'énergie. Et la RDC peut se taper à elle seule 6 ou 7 sources d'énergie, éoliennes, solaires,
hydroélectricité, fossile, beaucoup de sources d'énergie que nous n'exploitons pas. Et d'ailleurs, là encore, ça pouvait être des sources de revenus pour la RDC en vendant l'électricité. Et nous n'avons pas vu investir dedans. Nous avons notre Inga ici. Il semble que la RDC, avec notre Inga ici, on ne peut pas avoir le problème de délestage. Et donc, ces problèmes de réduction de chômage obéissent aussi à la volonté de créer davantage des investissements. Mais pour que ces investissements viennent, s'installent, ou que les gens soient poussés à investir, il faudrait revisiter notre fiscalité. Révisiter? Oui. Elle n'est pas encourageante. Il faut élargir notre assiette fiscale. Tout, c'est l'impôt. Quel type d'impôt? Il y a plusieurs types d'impôts. Mais combien sont recouvrés? Quelle la TVA, l'impôt sur les revenus, l'impôt sur... Et quelques entreprises que nous avons, pour 2 345 410 km², la RDC a à peu près 25 000 entreprises. Vraiment? 2500 entreprises. Sérieux? Ok. Alors, M. Mathieu Tagizala, la ZIC. Aujourd'hui, c'est vrai, nous voulons que nous puissions réduire les taux de chômage. Monsieur Mathieu Tagizala, cette question vient des États-Unis. Nous avons les églises. Papa, mais église. Ezali kovandi sa ba chômeur. Mais ailleurs, les églises aussi contribuent au développement. Contribuer pour réduire aussi les taux de chômage. Vous avez les églises, vous avez l'école, vous avez engager. Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que les églises ont un grand rôle à jouer, même à niveau amateur pour booster au moins cette classe faible où il y a des chômeurs, la classe moyenne, ainsi de suite? Bon, les églises ont une vocation d'abord spirituelle, et puis les églises, c'est à l'image de la société, parce que qui va à l'église? C'est toujours le Congolais, lambda, qui n'a pas d'emploi, il n'y a pas de revenus. L'église, c'est l'opium du peuple. Si l'église devient forte, que l'église américaine est forte, parce que la société américaine a des hommes forts en termes de revenus salariales ou en termes de revenus de capital. Aujourd'hui, un démocratie du Congo, qui soit le revenu salarial ou capital, recule par la population congolaise. Auparavant, vous avez vu que lorsque les années intérieures, on a vu par exemple certaines églises qu'on ne citera pas les noms ici, les paix qui récupéraient auprès de la population, ils essayaient quand même de faire ce qu'on appelle la charité ou faire des petits gestes du côté du social de la société ou de la communauté. Mais le nerf de tout ça, il faut que la technique recule. Vous savez, on ne peut pas passer, qu'il soit dans tout. Quand vous êtes dans un état, vous cherchez à se développer, il faut taper sur la technique. Ce n'est pas normal que quand on veut construire 1 kilomètre de route, il faut que l'expertise soit uniquement expertise venant d'ailleurs. Ce n'est pas normal quand on achète un avion et pour faire la maintenance, l'expertise doit venir d'ailleurs. C'est pas normal quand on a un véhicule qui est par exemple officiel et c'est lui qui doit manipuler le capital qui doit être derrière. C'est ça, c'est tout ça en fait. C'est cet écosystème qui nous manque, cette habilité de comprendre que dans tous les secteurs où la population ou le pays en a besoin, nous devons avoir aussi les interfaces locales capables à nous accompagner pour créer la valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, la technique, on ne parle plus assez, à part l'INPP, où on voit une formation type du professionnel, or que quand vous voyez les ateliers en démocratie du Congo, il n'y a pas de subvention pour permettre aux entreprises qui vont récupérer ces enfants pour qu'ils deviennent vraiment le professionnel du secteur, à part l'ISTA où on laisse, même ce qu'on appelait les écoles techniques à travers la République, non pas profession type pédagogique, vous voyez qu'aujourd'hui ils sont seuls. On verse beaucoup dans la formation, mais dans ce qu'on appelle l'entreprise qui peut récupérer ses enfants en stage, ainsi de suite, est quasi inexistant dans le territoire. Vous êtes à Mayombe, par exemple, une école technique où qui forme les tauliers, les électriciens, le mécanicien, ainsi de suite, mais dans le coin, il n'y a pas une entreprise ou un atelier qui peut prendre ces enfants-là pour qu'ils deviennent, ainsi de suite. Ce sont des faussetés. Donc je crois qu'il faut que maintenant, aujourd'hui, nous puissions comprendre que même l'agriculture, quand nous parlons, prenons par exemple un tracteur. Le prix bas, c'est autour de 50 000 $. Un tracteur. Alors, dites-moi, avec quelle institution financière que celui qui a Mayombe peut acheter un tracteur? Vous comprenez? Et puis même il a acheté un tracteur. S'il a un problème de pièces de rechange, comment il va acheter? Qui va le vendre? Qui va faire la maintenance dans le coin? Donc vous comprenez, donc c'est un problème. Les stations-service dans le coin, il va procurer. Donc à un moment, il faut que nous puissions faire quand même ce qu'on appelle
le plan stratégique économique sectoriel dans des provinces, dans des endroits, regardez le besoin, c'est quoi? Les autres ont appelé, quand la popularisation, après la désindustrialisation par exemple de la France, on a connu les politiques qui ont arrivé à l'époque qu'on appelle les zones économiques prioritaires. Vous comprenez, les zones urbaines. Tout ça, où on injecte de l'argent, on conditionne les acteurs, on subventionne les acteurs pour permettre que les jeunes gens puissent regagner la valeur salariale, ce qu'on appelle l'école de deuxième chance. Mais si aujourd'hui, nous l'avons composé uniquement avec l'approche pédagogique et que l'approche professionnelle, on le met dans le Kazakh, ça sera extrêmement difficile. Donc il faut aujourd'hui, la technique doit revenir en démocratie du Congo. Tout le monde ne peut pas obligé de faire des filières longues. Et surtout qu'aujourd'hui, vous voyez que la plupart des familles n'ont pas des moyens à envoyer les enfants dans des circuits et formations universitaires. Or, ces jeunes gens-là pouvaient être des meilleurs mécaniciens, de meilleurs tauliers, ainsi de suite, si on met en face des entreprises capables à les accueillir. Aujourd'hui, les entreprises qui sont dans le domaine technique sont négligées dans le politique national de la démocratie du Congo. Il n'y a aucune subvention destinée dans les entreprises du secteur technique. Ça, c'est un vrai problème. On ne peut pas développer l'agriculture lorsque la technique recule dans un pays. Et la technique, ce sont des ateliers. On ne peut pas importer tout. Il faut qu'on puisse avoir des ateliers capables à faire même de pièces, à dépanner, à faire ainsi de suite. Et d'où la nécessité, l'importance des entités telles spéciales autogarage. Est-ce que vous pouvez citer les subventions destinées à la technique en République démocratique du Congo? C'est ça la grande difficulté en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez me citer quelques entreprises qui s'occupaient des créations made in congolais ici sous Mobutu? Il semble que sous le régime Kabila, on avait tué toutes ces entreprises. Made in congolaise, dans la technique. Vous voyez, Matete aujourd'hui est resté uniquement le marché. Mais on a connu dans les années antérieures un homme, par exemple, qui incarnait la technique MB, qui a absorbé le problématique des déplacements dans la ville de Kinshasa. Un mécanicien avec un atelier sur Bikanga et qui achetait uniquement une tête, mais le reste de la carrosserie se faisait au niveau des... Et puis, ça faisait de sorte qu'il y avait une école technique à Matete et ces jeunes gens-là pouvaient avoir un atelier sur le terrain pour travailler et absorber au lieu de laisser le déplacement des Congolais dans nos villes uniquement du côté de l'informel. C'est ça le vrai problème. Parce que le monsieur, on ne peut pas les chercher. Moi, je suis allé, quand je suis allé faire l'enrôlement, quand je suis allé enrôler pour honorer ces messieurs, il n'a même pas un monument à Matete. Or, des hommes comme ça, il faut parler de ces gens-là. Ce sont des modèles que mon compatriote cherchait. Je suis allé enrôler à Matete parce que pour honorer mon aîné là, parce qu'il était dans le domaine technique. Il était un autodidacte qui a commencé chez des prêtres, vous avez dit l'église, mais après, il est devenu utile à la société, même pour comprendre que le problème des déplacements, on ne peut pas laisser dans des villes comme Kinshasa que l'informel peint en jaune. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que la technique, on le met dans le Kazakh, mais on croit qu'on peut faire un rebond vers le progrès salarial. On est en train de chuter, Rigen, il faut rester professionnel. Alors, monsieur Prosper Tchamala, j'aimerais bien que vous puissiez répondre à cette question. C'est vrai, les chômages, comment faire pour réduire les taux de chômage? Quel est le rôle que l'Église peut jouer dans son pays pour réduire les taux de chômage? Mais la deuxième question aussi, nous constatons, oui, le chômage, mais si vous regardez dans nos rues, un peu partout, vous allez remarquer qu'il y a des bars. Chaque jour, il y a des bars, mais ces bars, Bato Bazali, tellement plein, basés à Coton, ils sont en train de consommer. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas l'argent? Il n'y a pas de travail, mais le soir, les gens déboursent autant de moyens. Comment expliquer? Je vais y arriver. Ok. Voilà. Merci, Lazi. Moi, j'avais déjà un peu débobiné cet nombre de choses parce que nous parlons chômage. Chômage marche aussi avec encadrement, formation, éducation. Ok. Est-ce que nous avons des gens suffisamment formés pour assumer demain s'il y a un boom d'investissement dans ce pays pour faire le travail de qualité? Ok. Là encore, il y a un problème. Il y a un problème de capital. Capital humain. Le capital humain. Oh là là, ça c'est un problème. Ça, c'est encore un autre problème. J'ai vu dernièrement le chef de l'État aller dans un salon de l'industrie congolaise. Oui, j'ai vu, en train d'encourager le... certains entrepreneurs.
il y a des savants dans ce pays. Des génies congolais. Il y a des génies congolais qu'il faut répertorier. Et dans un plan stratégique, comme il le disait, dans une politique d'encadrement et d'encouragement, leur donner des ressources, des moyens pour pouvoir développer. J'ai vu quelqu'un faire une machine qui peut nettoyer la route. Ouais, ouais. Ça, c'est une initiative louable. Et lorsque vous le faites, et vous le publiez, et que c'est vu sur les médias, ça encourage toutes ces personnes qui ont de l'initiative, qui ont de l'intelligence pour faire ce genre de choses. Taxal a dit quelque chose là. L'Église, comme les partis politiques, peuvent pas donner du travail. Mais les rapports... Mais peuvent encadrer. Ok. Parce qu'eux touchent même l'âme et la conscience. Mais malheureusement, comme la qualité de la formation est faible, l'éducation, l'instruction est faible, les gens vont à l'église parce qu'ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. Mais on ne leur a pas dit, pour résoudre votre problème de pauvreté, il faut travailler. Il faut travailler. Ouais. Et il faut aller au travail. Il faut chercher le travail. L'émergence de l'informel, c'est la recherche de la survie. Les gens vont dans l'informel, créent des petites activités pour la survie, mais sont bloqués pour ne pas aller dans le secteur formel, tout simplement parce que la taxation, la tarification, les taxes, les impôts, ce dont je parlais ici, je parlais de la fiscalité, elle est dissuasive au lieu d'être une fiscalité encourageante, souple, qui pourrait permettre aux gens de rentrer dans les circuits. 2-3 personnes se mettent ensemble, ils vont appeler aussi 2-3 autres personnes, 4-5 autres personnes, et finalement nous allons petit à petit réduire le chômage. Mais ça doit demeurer une politique gouvernementale. Oui, mais les églises, regardez la qualité des hommes de Dieu. Merci, monsieur Lazika. Et regardez la qualité des hommes de Dieu que nous avons et de ceux qu'eux-mêmes professent. Vous êtes content d'avoir la dîme de quelqu'un qui n'a pas du travail. Or, si tous les fidèles travaillaient, la dîme qu'il viendrait donner au pasteur serait beaucoup plus importante. Et le pasteur serait aussi beaucoup plus riche. On les oblige même de jeûner 7 jours. Mais comment le pasteur redistribue aussi ce qu'il a gagné? La ZIC, c'est quelque chose. Comment il redistribue ce que lui a gagné? J'ai vu au Brésil, on construisait les églises, les grandes églises évangéliques d'ailleurs, construire des maisons, des logements sociaux pour les fidèles. Oui, oui. Nous avons 8 confessions religieuses ici. Chaque confession a tellement de fidèles. Nous avons des confessions de religieux. Ils ont autant de moyens, ils peuvent aussi... Non, nous avons des confessions religieuses. Quand le pasteur a eu une dîme de 100 000 $, il va s'acheter une limousine. Oh. Vous êtes heureux de vous voir avec une limousine pendant que vos fidèles sont en babouche. Des 100 000 $, mais 100 000 $ peut créer 5 entreprises. Ou bien entreprises et engager des fidèles. Mais vous allez chez un pasteur, il a 10 véhicules, 20 véhicules, il s'est dit je suis béni, mais il a des chômeurs dans son église. Nous voulons que le chômage... Delphin, c'est pourquoi je parlais de l'homme qu'il faut formater. Ça, c'est la société que nous sommes. Et donc, il faut reformater l'homme, il faut les réorienter. Et dans la qualité de l'éducation, et même dans l'encadrement même de tout ça, les ONG, les ASBEL, les associations, et même, quel est le message que l'on communique aux fidèles? Le message que l'on communique aux fidèles doit aller dans le même sens avec la vision de l'État. Ok. Pas seulement rester dans le spirituel, mais il faut aussi aller dans le physique. Oui, il faut les accompagner dans... Il faut un accompagnement avec la vision de l'État pour déclencher, engranger de grandes réformes qui changent, qui modifient, qui changent vraiment la structure. Professeur, il y a une réalité aujourd'hui. Si quelqu'un ne travaille pas, on lui dit que non, c'est ta tante, vous avez des démons dans la famille, il faut vous délivrer. Celui-là, c'est donne au pasteur du 1er au 30 pour qu'on chasse d'abord les démons. Donc, il n'a pas envie d'aller chercher les démons. Parce qu'il y a un démon derrière. Je ne verse pas dans ça. C'est un problème. Delphin, je ne verse pas dans ça. C'est pourquoi je parlais d'un taux élevé d'analphabétisation. Un taux élevé d'analphabètes. 31% seulement ont accédé à l'éducation. Mais de quelle qualité? Si véritablement nous sommes des gens formés, réellement intelligents, formés, vous n'allez pas
piger un discours d'un pasteur qui te sépare de ta famille, de ton père, de ta mère. Parce qu'on est soi-même le premier prophète de sa vie. On est soi-même le premier prophète de sa vie. Et c'est là que l'église devient l'opium du peuple. Surtout, l'église exerce là où il y a l'ignorance. Et le diable. Et Christ sont tous les agents, les anges de la lumière. De la connaissance, qui transmettent la connaissance. Mais malheureusement, on exploite les faiblesses de l'ignorance des populations pour les exploiter. Et ça, c'est malheureux. Merci, monsieur Lazik. Baba, ils avaient mot de la fin. Nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est télévision. Alors, les bars. Les bars. C'est l'image aussi de notre société. S'il vous plaît, c'est le mot de la fin. DG Mathieu Kizala. Il est tellement pragmatique. Vraiment pragmatique. Comment expliquer tout le monde chômage des animaux? Mais chaque soir, chaque soir, vous allez voir, les gens à Tchétché, les gens à TVT, les gens à couloir Kimbuta, en train de consommer, c'est comme si c'était riche. Qu'est-ce qui explique que le chômage est allé? Mais chaque soir, les gens se tapent le luxe. Il y a comme il peut dépenser même $100, $200, rien que pour la bière. Bon, d'abord. L'inconscience. Non, d'abord, secteur on a, ils appellent secteur économique. Hôtellerie, restauration, tout ça, ainsi de suite. Ils ont un métier belé, serveur azali, cuisinier azali, marqué, n'importe quoi, biso tout ça. Par exemple, c'est voilà, même les noms intimides. Dans les pays, ils ont d'abord secteur économique. Mais si vous avez un engouement, l'inoccupation. L'inoccupation. Oui. Il faut occuper les gens. 3/4 occupation égalité. Tout le monde qui énergie n'est bandeli. Donc, nous sommes awa. Théâtre est à la raté, bibliothèque est à moquer, RDG, biscano c'est à terrain pour montrer les gars au bête à moi balle. Ils ont rappelé sous-sauté, espace vert est nini tout ça et puis tourisme interrégional. Ils ont sous-sauté pour finalité mais oui, tout bazar et puis quartier c'est ça qui ruelle mon beaucoup tout comme une des ruelles, makelele bruit sonore de les et mais c'est quartier pour que le bête à moi balle les à la sous-sauté ba immeuble comment bateau orque makambo sa makandenge wana te puis secteur européen to bosani ke faut to professionnaliser yango secteur il y a restauration hôtellerie si fait pas quand on a billet de banque ndo comme propriétaire à restaurant il faut na expertise na domaine wana bato peut ko employer kota wana on sala ta 15 minutes moto yo azo ko tikelo lo kasa po osomba ozo sentir on dirait ozo pese kanda OK soko ozali na New York maman ou azo ya côté là yo na bar restaurant on peut sentir que des gens a na sourire kaka sourire na ye na ela teli na ye et puis si oposa oyaki po mela mwa kopo moko pour biso to komisi yango métier te to moni yango nete ka embrouillement or que ko kaze ba lwelenge belé yo la ba jeune net ba miradi na tongo abimi ainsi de suite moi dans ma famille j'ai quelqu'un a sali ba étude ya chef cuisinier yo est-ce que ezana moto aleki célébrité nande ko na biso Alain Dikas les grands chefs obi chef na Élysée a respecté ko le ministre même ministre aba non ya alambagana Alain Dikas ali moto oyo d'abord apesi mosala et puis musala wana ya kolamba yali ba misala nyonso et pas na biso to négliger ba métier to kanisi ke bobongi ya ba congolais et kozala kaka moi je les connais et ndeko lobi likambo ya formation formation sans famille ezala raté lorsque les familles n'ont pas de revenus parce que bana etelelo bakendekamo sur les repères aussi familiales mais so yo botami bando botama papa akenda ta mosala mo structurel te ana débrouillardisme so ya ko taper poitrine ya ambition professionnelle ndenge nini donc je crois que lelo to zongi sa mosala na mboka ba famille bazwa barol na bango okomona ke et que compléter école et que compléter entreprise et que compléter administration. Mais laisser nos familles, même les impôts, on dit foyers fiscaux. Mais lorsque les foyers fiscaux n'existent plus dans un
nation, ça devient un vrai problème dans l'espace public. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème de la République démocratique du Congo, l'inoccupation des Congolais nous fait défaut à beaucoup de choses. Merci. Il faut professionnaliser nos gestes. Il faut permettre que l'entreprise revienne au cœur de beaucoup de choses. Mon frère a insisté beaucoup dans la faites-moi la bonne politique, mais qui doit faire la bonne politique? C'est un homme qui espère, qui a eu des gens faire des merci, muscles dans merci, un secteur monsieur professionnel. Je me donne le mot de la fin. Je me donne le mot de la fin. Le problème dans ce pays, c'est que... Je me donne le mot de la fin, professeur Chamala. Aujourd'hui, nous avons... Quoi retenir? Les décideurs sont également... Il y a conflit d'intérêts. Les décideurs sont également les opérateurs économiques et finalement les décisions... Il y a des leaderships. Oui, finalement, les décisions ne sont pas prises dans le sens... Et ce qui peut les contrer, c'est l'administration. Ça veut dire que si on met le paquet autour de l'administration, professeur, vous allez voir que ces conflits d'intérêts vont plus être liés. Et ce qui peut les contrer, c'est l'émergence des grands chefs d'entreprise en République démocratique du Congo et dans tous les domaines. Pour moi, de la fin, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait mettre en place des politiques d'emploi et d'investissement. Comme récemment, c'est seulement en 2022 que nous avons eu un document de politique et de stratégie industrielle qui n'existait pas. Donc, on naviguait à vue. Même quand on a créé l'FPI, on n'avait jamais un document de stratégie de politique industrielle. Qu'un tableau de bord qui vous oriente comment est-ce que vous devez industrialiser votre pays. Il n'y a même pas eu le plan directeur d'industrialisation. Mais depuis 1989, on ponctionnait sur les opérateurs économiques une taxe de production industrielle afin de dupliquer ou d'industrialiser la RDC. C'est seulement maintenant qu'on a ça. Donc si on met en place les politiques d'investissement et on met en place les politiques de création d'emplois, ça va nous donner davantage de l'imaginaire pour pouvoir résorber ce chômage qui demeure un sérieux problème. Et le banditisme urbain, ceux qui nourrissent la guerre, c'est aussi le chômage et l'absence d'emploi de jeunes. Merci. Et donc, je crois que nous devons attirer l'attention des pouvoirs publics et des décideurs à s'y investir si véritablement on veut avoir une société équilibrée et stable. Merci. Et pour créer aussi de l'emploi, je demande aux Congolais consciencieux d'être investisseurs autour des entreprises telles que ce que nous présidons. Parce que tout le monde ne peut pas être un patron. Merci à vous, monsieur Lazika. Pour la toute dernière fois, et je vais conclure, et je vous demande tout simplement la photo du chef de l'État. J'ai conclu avec ça. C'est vrai, nous voulons que les choses changent, mais nous devons quand même essayer un peu de placer un mot parce que le Congo est à nous. Il faut qu'on l'aime, il faut aimer le Congo. Il faut professionnaliser les gestes de Nabiso. Et j'ai dit à percer la selfie au Tozana et Awa, caméra humaine, assistée par Miradi, les stagiaires. Il faut professionnaliser vos gestes. Et je sais que vous irez très loin. J'aimerais bien placer un mot. Regarde ça en caméra. Caméra du col. La personne qui est ici derrière moi, notre chef de l'État. Je suis congolais. Si mon enfant a qui la classe, bah, tournez votre président, c'est qui j'ai à Koloba, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous devons faire l'effort d'accepter les efforts Oyoba Konzi Bazali Kosala, surtout si vous sentez qu'il y a la volonté politique de mieux faire. Chers opposants, nous sommes à la traité. Il y a certaines choses où il faut que Congo Nibuso. Le chef de l'État, dans les Nations Unies, il a dit des choses. Tout n'est pas à rejeter. Il ne faut pas amener opposition à les Nations Unies. Le Congo d'abord, privilégions notre nation. Fermons les portes pour que l'ennemi a infiltré Congo. Si l'ennemi passe par les opposants, mais c'est terrible. Si l'ennemi passe par les proches du chef, c'est aussi terrible. Mais le chef a la volonté de mieux faire, nous devons l'accompagner, les soutenir. Le Congo d'abord et que le Congo gagne. Merci à vous, restez fidèles à nos programmes. Un grand merci à mon réalisateur, Monsieur Lazik, la main ingénieuse. Régie finale, Monsieur Rigen, derrière la caméra, Monsieur Hendrik, l'homme le plus géant de la chaîne, mais le moins beau. Et derrière la caméra, Percé la Belle, assisté par Miradi, et côté son sacré Mbuyamba.
Et sacré, pas sacré Mbouyamba, sacré. Restez bien dans le programme.